On ne peut pas s'attendre tout de suite à un retour sur investissement quand tu recherches de la notoriété, d'accord, et que tu bâtis une marque dans le temps. Et quand on parle spécifiquement du Eat & Drink Festival, les 3 premières années n'ont jamais été rentables, on finit toujours avec des dettes. Désormais, béninois, être béninois, c'est ça. Bienvenue au podcast du Club Marketing AV+. Aujourd'hui, nous allons partager des expériences et des conseils sur les tendances de l'événementiel au Bénin. Mais avant, revenons sur la genèse. Si je vous dis Coca-Cola Star Promo, Yellow Summer, la fête de la bière, Podium Vacances, je suis sûre que cela vous rappelle de nombreux souvenirs. Ces événements organisés pour la majorité par de grandes entreprises ont marqué la jeunesse béninoise dans les années 2010. Et ces différents rendez-vous sont les précurseurs des tendances de l'événementiel aujourd'hui. Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir 2 personnes représentatives du milieu. Armel Adossou, a.k.a. DSC. Elle l'a fait. Et Femi Chris Bankole, a.k.a. Slim Boy. Je suis également accompagnée de Odilon Baguidi, a.k.a. BVRM. Merci Mélanie. Je vais leur laisser la parole tout à l'heure pour qu'ils puissent se présenter. Et moi, je suis Mélanie Atirounon, votre modératrice, a.k.a. Mel, et membre du club marketing AV+. Avant de démarrer les discussions, Odilon, peux-tu nous parler un peu plus du club marketing AV+? Alors, merci Mélanie. Merci à tous. Nous sommes à Cotonou. Cotonou, la belle. Cotonou, la ville des splendeurs. Le pays des splendeurs. Alors, nous sommes là donc, pour représenter tous les membres du Club Marketing AV+. Nous sommes dans 8 pays. Nous sommes au Congo, nous sommes au Cameroun, nous sommes au Burkina Faso, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée-Conakry. Voilà, si j'ai rien oublié, au Sénégal. Salut Nagadef. Nous sommes à Cotonou, comme je l'ai dit, pour rencontrer des leaders marketing. Et là, nous sommes avec Mélanie. Merci Mélanie de nous recevoir. Et les 2 éminents membres du club qui sont d'expertise événementielle. Beaucoup plus marketing événementiel, mais vraiment des grands dans le domaine. Vous aurez l'occasion de découvrir cela. Alors, je vous présente le club marketing. On est un club de leaders marketing. Niveau manager minimum, des directeurs marketing, directeurs d'agence, toute profession dans le marketing, sommes dans le produit, l'innovation, la communication, la stratégie, le pricing, tout ce que vous pouvez imaginer, la distribution. Et nous sommes 500 membres dans ces 8 pays. Alors, le club se réunit comme vous le voyez lors des podcasts. Nous entretenons également avec des after-work dans différents pays. Nous étions au Congo la dernière fois. Salut à tous les membres du Club du Congo qui nous ont reçus avec grande faveur. Et nous avons également notre événement que vous connaissez très bien désormais. Je vous présente le FIC. Alors, le FIC, on était à la 2e édition, bientôt la 3e édition, préparez-vous. Et c'est un événement du club qui réunit tous les clubs, tous les membres du club dans un pays. Prochainement, vous aurez l'occasion de découvrir quelle ville va nous accueillir encore. Je vais aussi vous parler du PMC. Nous avons lancé le PMC, le programme de certification de leader marketing. PMC, ça veut dire professionnel marketing certifié par AV+. C'est plus de 12 modules de ce qu'un directeur marketing doit connaître. Et à la fin, vous allez devoir présenter des preuves d'accomplissement sur 13 critères que 10 membres du jury qui sont des directeurs marketing en fonction reconnus vont valider, évaluer, vous donner la certification PMC. Quelles sont selon vous les tendances actuelles de l'événementiel au Bénin? Armel? Alors, merci Mélanie de nous recevoir. Merci Odilon et coucou Chris. Alors, je suis Armel Adossou, je suis chef de projet marketing et communication. Et aujourd'hui, vous me faites honneur en fait, de m'accueillir pour pouvoir parler un peu de ma modeste expérience et de ma vision. Alors, pour répondre à la question sur les tendances aujourd'hui dans l'événementiel, tu l'as bien fait, Mélanie, à l'entame. C'est rappeler un peu qu'il y a des bases qui ont été posées par des marques. Donc, on a parlé de la Sobebra, notamment à travers Coca-Cola, on a parlé de MTN. Donc, l'idée de base, c'est que ces entreprises et marques ont recours donc, à des événements pour créer de l'expérience.
ce qui a débuté, comme tu le disais, bon, bien avant les années 2010, mais ça a été donc la période des grands essors. Donc, ce que nous, on a fait, ce n'est pas donc créer ex nihilo, donc on est parti, nous, de ces premières créations pour, on va dire, aujourd'hui, les dupliquer avec notre temps. On va avec l'innovation, donc notamment la digitalisation et d'autres choses, on en parlera plus tard, je pense, sur la suite du sujet. Donc, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les nouveautés, les incorporer. Le marché cible qui évolue, qui mute, qui change, demande aussi que les marques s'adaptent, donc dans la création d'expériences et autres. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec les anciennes recettes complètement refondues et qui correspondent donc à la nouvelle cible, notamment ces fameux millennials. Chris? Alors, merci Mélanie, merci Odilon, merci Armel. À l'état civil, Christelle Auriel Olufemi Bankole. Slim Boy. Mélanie est allée chercher très loin. Alors, je vais dire que pour mon parcours, je suis designer, je dirais un peu plus spécialiste en images de marque. Et je vais dire que j'ai été crapahuté dans le domaine de l'événementiel. C'est une longue histoire, mais aujourd'hui, je m'y plais. Et je me spécialise aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'expérience événementielle. Donc, Armel a parlé tout à l'heure, les tendances aujourd'hui poussent les gens à faire découvrir de nouvelles expériences et donc nous travaillons là-dessus. Alors, la question, elle est belle. Je pense qu'il faut la prendre dans deux sens. C'est le sens, si je ne m'avance pas trop sur le sujet, de l'annonceur et ensuite dans le sens de l'agence. Donc, ce qui se passe aujourd'hui pour moi, c'est que dans les changements, on va observer que sur l'historique, il y avait des grandes marques qui créaient de l'expérience et qui faisaient venir un public cible. À un moment donné, le modèle a commencé par changer. Et aujourd'hui, on a plutôt des agences qui ont des propositions créatives qu'ils essaient de pousser. Et donc, aujourd'hui, sur le terrain, on va remarquer qu'il y a beaucoup d'agences qui vont créer des événements. Et aussi, il y a donc ces annonceurs-là aussi qui vont soit accompagner des événements ou bien, comment je vais dire, créer leurs propres événements pour pouvoir répondre à des besoins assez personnels. Donc, les changements aujourd'hui, donc la tendance aujourd'hui pour moi, c'est le fait qu'on n'est plus dans un seul sens comme au départ. On a aujourd'hui des jeunes créatifs qui bougent et qui essaient de faire transcender l'environnement. Alors, j'ai bien envie que vous nous donniez quelques exemples concrets et que vous nous présentiez en fait comment vous avez utilisé ces événements précurseurs et quels sont les changements que vous avez apportés d'un point de vue annonceur et agence. Moi, je serais plutôt du côté annonceur Oui. cette fois-ci. Alors, il y a, on va dire, un mécanisme qui a bougé. C'est-à-dire qu'initialement, la plupart des grandes entreprises à l'époque avaient une ouverture, donc enfin, l'accès à ce type d'événement était sur le principe de la gratuité. D'accord ? Ce qui faisait qu'on avait la possibilité de ramener tout de suite donc, un public sans la barrière finalement financière. Et on pouvait en profiter donc pour faire vivre une expérience comme on l'a prévu. Et ce qui est bien dans ce que Chris était en train de relever tout à l'heure, c'est que quand une agence décide d'organiser elle-même donc un événement et pas avec un annonceur, ben, elle a finalement quand même recours, elle fait quand même recours à des annonceurs pour porter l'événement donc avec elle en tant qu'agence. Donc la première des choses qui bouge, c'est qu'aujourd'hui, on va rechercher des éléments bien spécifiques pour garantir une certaine rentabilité de l'événement. Donc ça veut dire que le concept va bouger. Donc là où à un moment donné, on va peut-être avoir à une époque de la musique, d'accord ? Donc un concours de musique par exemple, où Coca-Cola sera donc en face. Je ne sais pas si on va gommer le Coca-Cola après, mais bon, on verra bien. Avec une marque, on va dire, d'eau, de boissons gazeuses, on va dire ça comme ça. Oui. On va dire qui a brandé et qui porte l'événement. Aujourd'hui, on va plutôt réfléchir un peu différemment. Et moi, j'aime bien dire qu'aujourd'hui, c'est plus de l'inbound en fait. Le marketing, il est fait
telle manière à ce que tu ne le... On va dire, tu n'aies pas l'impression qu'on te force à acheter quelque chose. On te met dans une ambiance où le produit est évident à consommer. Enfin, éventuellement, si on est dans ce... Ou le service, d'ailleurs, aussi. Ou Donc, le contenu. par exemple, on va revenir... Et ça, c'est génial, parce que je pense que c'est la meilleure manière de fidéliser après la cible. Donc, aujourd'hui, ce qui change, c'est que, effectivement, il y a deux choses. Les annonceurs commencent à rentrer eux-mêmes dans la création de l'événement et de l'expérience. Les agences, soit créent toutes seules et vont chercher donc les sponsors pour s'agréger, donc on a encore des annonceurs. Mais il faut pouvoir donc quand même récupérer, on va dire, le retour sur investissement, on va dire ça comme ça, avec un minimum de seuil de rentabilité. Ce n'est pas évident. Exactement. Donc aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'on n'est plus forcément dans ce principe où on a plein d'événements gratuits. D'accord. Il y a donc aujourd'hui ce facteur coût-prix qui garantit une expérience. C'est ce que je pense les agences vendent aux annonceurs dans un premier temps. Et qui garantissent une audience. Je veux dire, ils doivent justifier que pour l'annonceur, il rassemble un monde pour... Voilà. Et oui, garantir que malgré donc, la barrière prix, les gens vont venir. Donc, ça, c'est un travail aussi côté agence. Donc, c'est ce que je pense. Oui, j'espère que je ne m'avance pas dans le sujet, mais le point subtil que je voulais essayer de pousser, c'est que moi, dans mon analyse, et c'est personnel, les annonceurs, au fait, vont partir au-delà de l'expérience sur un ciblage, parce qu'en fait, ils ont une marque dont ils veulent asseoir la notoriété, en tout cas qu'ils essaient de pousser, ou ils veulent maintenir la notoriété. Les agences aujourd'hui, je pense qu'intelligemment, vont être plutôt sur le sujet, plutôt que d'être sur la cible. Parce qu'en réalité, pour créer une expérience, il faut avoir un élément, d'accord, un sujet qui puisse rassembler un certain nombre de personnes. Ça reste très alignable, hein, si je peux le dire ainsi. En parlant de sujet, tu parles de concept. Voilà, du concept. Donc, voilà, on va penser sur un sujet, ensuite on va créer un concept autour de ce sujet-là, et on va chercher la pertinence de ce concept-là auprès de certains annonceurs pour pouvoir accompagner. Ce que je note aussi aujourd'hui, c'est que... Est-ce qu'on voit d'abord la pertinence avant de voir le sujet, ou bien on définit le sujet, c'est force de proposition, et on va maintenant chercher. Est-ce que ça ne va pas être difficile pour l'agence là, alors de trouver l'annonceur? Alors, c'est en ça, au fait, qu'on est dans un domaine qui est en train d'être dynamisé. Il faut être assez créatif. Et je pense que l'objectif d'une agence de créer un événement à la base, ce n'est pas forcément d'aller récupérer, en tout cas en temps normal, ce n'est pas d'aller récupérer au fait le budget au fait chez un annonceur. L'idée, c'est de créer une niche où on peut au fait en tirer des revenus, donc avoir de la rentabilité. Sauf que quand on a pensé ce sujet-là et qu'on a trouvé sa pertinence auprès des annonceurs, là, on va chercher des éléments clés qui vont permettre à l'agence de pouvoir s'aligner avec l'annonceur et de pouvoir évoluer. Je sais que ça reste un point de vue très personnel sur la chose, mais je pense que globalement aujourd'hui, ceux qui réussissent à avoir, les agences qui réussissent à soit dans leur événement, c'est parce qu'ils ont bien pensé le sujet et donc après bien élaborer le concept, ou sinon ils ont pensé le sujet, mais ils ont su aussi le rendre pertinent auprès d'un annonceur pour avoir de l'accompagnement. Dis-moi, mais est-ce que c'est pas mieux pour l'agence de discuter déjà, de garder une conversation en amont avec l'annonceur, et que l'annonceur lui dise « trouve-moi une idée dans ce sens ». Alors, mais c'est bien parce que du coup, les débats, il est côté agence et côté annonceur. Et côté agence, il a dit exactement ce qui se passe parce qu'aujourd'hui, eux, ils doivent aller quand même trouver des clients. Même s'ils ont des idées, il faut que les idées soient alignées avec celles des clients. Donc, soit, comme tu le dis, on va d'abord avoir la discussion avec l'agence, l'annonceur, comprendre exactement l'objectif parce que derrière chaque événement, il y a un objectif. Oui. Donc, lui, par exemple, côté agence, on suppose qu'il a vu 2-3 événements. Il les a analysés, il y a des flaws, il y a des choses qui marchent très bien. Donc, il se dit, bon, tiens, si je veux proposer ça, donc peut-être à la concurrence, je dis ça comme ça, à la concurrence, avec telle idée en plus, forcément, cet annonceur-là va venir vers moi parce qu'il va penser innover. Enfin, parce qu'il va innover. En fait, c'est l'idée. Alors que nous, côté annonceur, c'est complètement différent. Et comme tu le dis, si tu ne rentres pas dans l'entreprise...
tu ne peux pas savoir exactement ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il y a quand même des secrets d'entreprise où la stratégie qu'on a, on ne la dévoile pas, même à une agence à laquelle on essaie de commander quelque chose. C'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, c'est comme ça que ça part, avec un brief. Et je pense que Odilon, tu le sais très bien, le brief n'est jamais complet. Pourquoi ? Parce que les agences se plaignent toujours que les briefs sont pas bien complets. Ils ne sont jamais complets. Pourquoi ? Parce que c'est, on va dire, le premier test d'un annonceur par rapport à une agence. Bien sûr. Voilà, on voit exactement si tu comprends déjà l'activité, si tu as la connaissance du produit, et si tu peux imaginer un peu le parcours en stratégie que l'entreprise est en train de voir, autant pour sa marque que pour le produit et éventuellement, et si tu connais la cible. Bien sûr. Voilà, donc c'est les premiers tests en fait qui sont faits. Donc aujourd'hui, voilà, la mutation, c'est quoi ? Les annonceurs, de plus en plus, en interne, font donc tout ce travail de brainstorming et ont des idées. Oui. Tu vois, et il y a, je pense, 20-25 ans en arrière, tu n'avais pas autant de monde dans des directions marketing et communication. Si. Les agences avaient le vent en poupe. Ouais. Donc aujourd'hui, on commence à internaliser un peu ces ressources-là, Si. ce qui fait qu'on prémâche un peu le travail des agences, Ouais. qui fait que quand on se retrouve face à des agences, c'est un peu la guerre, parce qu'ils ont l'impression qu'on veut leur apprendre leur métier, alors que finalement on fait tous le même métier. La preuve, j'ai lu un gars d'une agence la dernière fois qui disait écoutez, les annonceurs, laissez-nous faire de la stratégie. Laissez-nous faire de la stratégie. Et je me rends compte que vraiment, c'est une bataille. Vous leur arrachez une partie de la chose. Vous cherchez des agences qui font de la stratégie, vous n'en trouvez pas. Vous trouvez que des agences d'exécution. C'est peut-être à cause de vous-même. Alors pour ma défense, j'ai été côté agence. Parce que j'avais une agence. Alors, je pense qu'il faut exploiter on va dire les deux pendants. Pour moi, c'est une chance pour une agence d'avoir un annonceur avec un département com et market en interne. Pourquoi ? Parce que le pré-mâchage de travail dont je parle, s'il faisait donc le travail de communication et pas de méfiance, parce que c'est ça aussi, C'est ça. le travail de communication, mais pour eux, c'est vachement plus facile. Ça ne veut pas dire que l'agence sera moins bien payée. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire si on part et qu'on a déjà mâché des idées créatives et qu'on a déjà donc une trajectoire, c'est plus facile pour une agence de venir avec peut-être 2 pistes créatives sur lesquelles elle ne s'est pas du tout trompée. On aura peut-être même l'embarras du choix parmi ces 2 pistes créatives-là. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, le brief n'est pas bon. Donc il faut que les Non, c'est pas que le brief n'est pas bon. C'est que le brief, il va jusqu'à un certain niveau pour justement ne pas, on va dire, empiéter sur le travail créatif de l'agence. Mais nous, on a quand même en tête une direction. Voilà. Ouais. Mais la raison même pour laquelle je parlais de ça tout à l'heure, c'était de toucher du bout du doigt la problématique. Parce que ce qui se passe aujourd'hui entre cette corrélation entre agences, s'il y a des flous, c'est justement à cause de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Moi, je pars d'un principe que l'agence avec laquelle je travaille, par exemple, l'objectif, c'est pas d'aller en fait chercher un annonceur très spécifiquement. Okay. L'objectif, en premier lieu, c'est pas ça. Il y a un concept créatif qu'on met en branle. On essaie de regarder tous les pans de rentabilité. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut pousser le process. Et on lance. Et je peux dire que ça nous a permis, on a fait certaines expériences où on est parti naturellement lorsqu'il fallait chercher quand même quelques appuis, parfois logistiques, strictement logistiques, okay. D'avoir de la pertinence sur des sujets en agence et qui ont motivé des annonceurs, qui ont motivé des annonceurs, par exemple, à dire « Ah, tenez, on vous accompagne, on pourrait se positionner sur tel pan et tout. » Mais je sais qu'aujourd'hui, quand même, le travail est fait auprès des annonceurs de telle sorte que la partie stratégie soit bien maîtrisée, qu'on sache sur quel sujet on part aussi avec les agences. Tu vois, tu as tout à fait raison. On va peut-être un peu... Enfin, est-ce qu'on sort ? Oui. On va sortir un peu même du cadre un peu de l'Afrique. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les marques et les entreprises se réapproprient leur territoire d'expression. Ça veut dire que avant d'aller donc voir une agence, le board a une vision. Et c'est difficile même pour une direction marketing, donc dans une entreprise, de récupérer la vision, de l'adapter, de la transcrire en langage
Et maintenant, donc, de la poser, donc, produit et cible. Et pour que le board dise, ah ouais, non, mais ok, ouais, c'est bon, ça passe, ou non, ça va pas. Donc, il y a déjà ce travail-là qui est fait, et c'est pour ça, quand je parlais de brief incomplet, que quand on arrive vers une agence, pour dire, tenez, allez-y, servez-nous des pistes créatives, le brief, il est peut-être à 90% complet. Pourquoi ? Parce que la suite, si on l'a fait, on n'a plus besoin d'agence. En réalité, aujourd'hui, dans des entreprises, tu as des gens qui font de la création graphique, tu as des gens qui captent, qui montent. Voilà. Donc, en fait, à ce moment-là, tu n'as plus besoin de sortir de ton cocon. Et là, sais qu'il y a beaucoup d'agences qui ne seront pas contents. Non, je pense qu'on ne pourra jamais se passer des agences. Tu sais, je connais des agences quand même qui ont une très bonne relation avec l'entreprise, avec tous les gars du marketing, de la com, en interne. Oui. Et je veux dire, ils font carrément de l'immersion. Ils ont toute la stratégie, des discussions, on leur partage, puisqu'ils ont eu une relation de confiance sur une longue durée. Déjà, peut-être, ils sont ensemble depuis 5 ans, 3 ans, 10 ans parfois. Oui. Et ça passe mieux. Pourquoi ne pas se dire, voilà, on a une agence et puis on a confiance. Ah non, nous, on a des agences. On travaille avec des agences depuis un bout de temps. On les intègre beaucoup plus, quoi. On les intègre dans toute la... avec peut-être des clauses de confidentialité et tout. Voilà. Oui, bien sûr. Je pense que dans un premier temps, on ne travaille pas avec une agence plus de 2 ans s'il n'y a pas une certaine confiance ou quoi que ce soit. J'avais même posé un sujet à un moment donné, savoir à quel moment est-ce que finalement il faut soit changer d'agence à un moment donné, ou se dire finalement, on garde en fait cette continuité. Est-ce que ça ne nuit pas un peu à l'innovation ? Est-ce que l'agence n'est peut-être pas trop assise à un moment donné ? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer, de tourner en rond un peu sur les sujets ? Donc on peut revenir sur ça après, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de guéguerre entre, on va dire, communication interne dans une entreprise et, on va dire, agence. La réelle problématique, c'est que les agences, ou certaines en l'occurrence, n'ont pas encore conscience qu'il y a une réelle mutation au sein des entreprises et qu'il y a une réflexion qui est déjà poussée, même qui a maturé, avant même qu'on ne fasse appel à l'agence. Et dans tous les cas, je pense que ça ne va pas changer. Je disais qu'on allait peut-être sortir un peu du cadre de l'Afrique, mais regardez Red Bull aujourd'hui. Ce que Red Bull fait, c'est un média, c'est un créateur d'expérience. Coca-Cola, on en parlait avec Star Promo. Aujourd'hui, tu as les Coke Studios, donc c'est limite des studios, c'est des concerts. Donc ça veut dire que ce qui se passe, c'est que les marques et les entreprises se disent, OK, vu qu'on réfléchit autant, vu qu'on commence à avoir de l'expertise et de l'approche, ce qu'on va faire, c'est aller toucher nous-mêmes un peu du doigt pour garder un peu le contrôle sur ce qu'on souhaite. Voilà. Alors, je voulais toucher même. Avant, je vais prendre l'exemple pour qu'on fasse du concret. Tu as pris des exemples. Voilà. D'ailleurs, là, on va resituer le truc sur le contexte africain, sur le béninois. On va parler de SHB. Oui. Voilà. Donc, la Société des huileries du Bénin. Des huileries du Bénin. Là, on a 2 événements. Et là, chez toi, peut-être, on va parler de l'agence, je pense que c'est Jus d'Orange. Et voilà, en partenariat avec toutes les autres agences derrière, Wall Africa et tout, qui sont derrière Eat and Drink. OK? Là, chez toi, c'est du Chill and Groove. Voilà. Ça, c'est une marque événementiel de l'entreprise même, SHB, je pense. OK, mais comment c'est arrivé? Voilà, je pense que tu donnais l'exemple de Coca-Cola. Oui, c'est un peu ce que vous êtes en train de faire. La transition, elle est bonne parce que c'est exactement... Dans le contexte béninois. Alors, je dirais oui, mais avant d'arriver là, on va peut-être finir sur l'importance pour les marques aujourd'hui d'aller elles-mêmes aller chercher le concept de l'événement, de les créer. Alors, ça part d'abord d'un premier constat. On accompagne. Donc, on a sponsorisé, voilà, il y a beaucoup d'événements, dont d'ailleurs Eat and Drink, voilà, il y a vraiment pas de problématique parce que l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux accompagner des événements et tu peux avoir ton événement. Donc, aujourd'hui, voilà. Ce qui amène une entreprise comme la SHB à penser un concept d'événement, c'est chercher quelque chose qui lui ressemble. Parce que la première des choses quand une agence crée un événement, c'est qu'il y a plusieurs sponsors et plusieurs partenaires. Et on parlait donc de la guerre d'implantation, des beach flags, ce genre de choses. Donc du coup, l'idée, c'est peut-être d'avoir un paysage un peu clair et moins de bruit autour pour pouvoir proposer l'expérience dans un espace
qui correspond réellement au calme dont l'entreprise a besoin pour que les gens vivent une expérience. Quand je dis calme, c'est pas forcément dans le côté où tout est, on va dire, au point mort. Non, pas du tout. C'est visuellement, de manière auditive, qu'on les mette dans l'ambiance qu'on souhaite sans qu'il n'y ait de pollution autre que celle que nous, on a souhaité. Donc, c'est ce qui emmène aujourd'hui une entreprise comme la SHB à concevoir un événement qui ressemble au produit. Donc, dans un premier... C'est un gros succès quand même. Bah, merci. On a essayé, en tout cas, sur la deuxième édition, de corriger un peu les flashs de la première, parce qu'il n'y a rien de parfait hein, dans tous les cas. Et bah, crescendo, je pense qu'on fera encore mieux. L'idée, c'est de conserver les valeurs donc, qu'on a. Donc, la promesse même de l'huile Vitalor, bah, c'est le partage. En réalité, c'est le bien-être, c'est le partage. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a dans l'ADN. Donc, comment est-ce que ça, on le partage avec notre public sans perdre à un moment donné, on va dire, l'authenticité du message. Bah, du coup, bah, on va tenir ça nous-mêmes jusqu'au bout. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'a fait seul. On a travaillé avec des prestataires et autres pour pouvoir donc réussir ce challenge-là. Est-ce que c'est rentable? Alors, avant de répondre à cette question, qui est une question... alors, je vais toujours être... Je ne vais pas en arrière. Je pense qu'il faut le dire aussi. Armel a voulu être un peu gentil, mais au fond, il y a une question de rentabilité aussi pour un annonceur d'accompagner un événement. Quand on accompagne un événement et qu'à la fin, qu'on se rend compte au fait qu'on a mis de budget parce qu'il a parlé de bruit et tout à l'heure, ça pose un problème. Mais c'est cette même question de rentabilité, même pour une agence, qui va pousser l'agence au fait à penser un concept en entier et voir comment est-ce qu'elle peut. Et on parlait de mutation de l'environnement et il y a quelque chose qu'il fallait au fait dire, c'est qu'avant qu'on regarde ce sur quoi les annonceurs capitalisaient, c'était présence scénique des artistes, voilà, c'était basé sur ça. On avait des artistes qui avaient de la notoriété, donc qui pouvaient drainer du public et qui allaient venir au fait sur un événement. L'événement était gratuit, donc ça faisait venir du monde. Mais je pense qu'à un moment donné, vous évoluez et vous sentez au fait que vous investissez pour le même résultat ou parfois moins. Et il y a le fait qu'aujourd'hui, les artistes, en tout cas quand le concept n'est pas bien ficelé, les artistes n'ont pas la même attractivité auprès du public. Donc, cette cible-là que les grandes entreprises recherchent. Il y a quelques années, à l'époque d'événements qu'on a cités tout à l'heure, par exemple, dans l'environnement africain, YouTube n'était pas aussi connu. Aujourd'hui, au fait, le stream aujourd'hui, au fait, a diminué l'intérêt même de la cible à aller sur un événement pour voir quelqu'un. Parce que ce que les annonceurs font, c'est qu'ils utilisent en réalité l'image d'un artiste pour drainer au fait un public cible et parler au fait de leur produit. Donc, sans s'en rendre compte, les acteurs du domaine ont compris quand même qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer et qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est ce qui nous a dirigés au fait vers le modèle, par exemple, du Eat & Drink Festival. Alors, le Eat & Drink Festival, je tiens à le rappeler, c'est l'agence Jus d'Orange qui le promeut avec Smiramen Bokosa. Et quand les réflexions ont été... Oui, très bon concepteur. Et pour moi, c'est un grand frère de qui j'ai appris beaucoup. Il a pensé ce concept-là et lorsqu'on l'a affiné au fil du temps. Parce que l'idée, ce n'était pas d'avoir des annonceurs autour, mais d'avoir quelque chose qui est périn, qui a de la valeur et qui va permettre aux gens de venir. Je pense qu'à cette époque-là, il y avait aussi d'autres événements qui avaient compris. Mais aujourd'hui, on a articulé ça autour soit de cette même présence scénique, mais qu'on essaie de renforcer avec d'autres éléments. Aujourd'hui, c'est un peu plus fréquent. On va retrouver donc des restaurateurs en grande masse sur des événements
parce que voilà, ça reste un point qui permet aux gens de se retrouver. Donc voilà, je voulais mettre l'accent sur l'évolution technologique et tout ça qui a conduit un peu à cela. Est-ce que le festival Eat and Drink est rentable? Ça fait combien déjà d'années Alors, le Eat and Drink Festival, l'année prochaine, ça va faire la 7e édition, donc c'est 6 éditions. 7e édition, 7e année. 7e édition, 7e année. Alors, 8e année. Parce qu'il faut placer le contexte. Il y a une année, mais il faut placer le contexte. Il y avait eu Covid. Parce que la première édition, c'était avant Covid. Et d'ailleurs, le Eat and Drink Festival avait été le tout premier événement grand public qui avait été autorisé à l'époque sur l'esplanade de Canal Olympia. Et donc là, il y a eu un temps mort et ensuite il y a eu cette reprise-là. Donc on va dire. C'est résilient, 7 ans, je pense que c'est pas mal. Et il faut dire que je ne veux pas parler de la rentabilité, je ne peux pas parler de la rentabilité du Eat and Drink Festival actuellement parce que il faut savoir que puisque la réflexion n'était pas de forcément avoir des annonceurs pour pouvoir créer de la valeur, l'événement s'est construit dans les temps. Il y a plein d'autres exemples d'événements que je peux donner, mais quand on parle spécifiquement du Eat and Drink Festival, les 3 premières années n'ont jamais été rentables. On finit toujours avec des dettes, d'accord? Et ça permet d'affiner aussi ça permet d'affiner un tout petit peu le process et de se relever. Quand on dit, il faut avoir le courage de le dire. Beaucoup d'agences font des événements et généralement la première édition est compliquée. Oui. Je pense que quoi qu'en soit la façon dont on a de l'expertise, lorsqu'on fait un événement pour la première fois, il y a beaucoup de choses à réajuster. Donc la deuxième année, on est revenu sur la deuxième année, on a attaqué des sujets sur lesquels on a changé. Et aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, il faut vraiment s'attarder sur, moi je dis, le sujet. Il faut d'abord comprendre le sujet et ensuite développer tout un concept créatif autour pour garder l'attention de la cible et comme ça, on arrive à évoluer. Merci. Tu as dit, excusez-moi, tu as dit tout à l'heure que j'ai été gentil. Non, en fait, non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Juste pour rappeler. Oui. Non, c'est pas ça. Juste pour dire que je suis dans l'honnêteté totale. Oui. En fait, ce n'est pas que je n'ai pas voulu dire qu'on n'accompagne pas parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Oui. Justement, c'est là où je pense que la communication agence et entreprise et annonceur est très très importante parce que nous, on a avancé, pas seulement en recherche de rentabilité. Ouais. On était en recherche de repositionnement et de gain de notoriété. Donc, c'est différent. Quand on fait de l'investissement sur ça, on n'est pas tout de suite sur un retour sur investissement là. Mais par contre, on connaît exactement le type d'environnement nécessaire pour être visible et passer le message. Bien Donc, sûr. Dès que ces conditions ne sont pas réunies, nous, du coup, on va sortir un peu de là. Voilà. D'accord. Merci. C'est très enrichissant tout ça. Mais du coup, j'ai une question. On a parlé de sponsoring, d'organisation d'événements. Entre le sponsoring et l'organisation d'événements, qu'est-ce qui est plus intéressant, plus rentable? Parce que je pense qu'il doit y avoir des défis par rapport à l'organisation, surtout dans un contexte béninois où les agences vont confirmer, mais je pense qu'on n'a pas forcément toute la logistique à disposition. Oui, il faut être résilient, il faut le dire. On est dans un environnement qui, fort heureusement, est en train d'évoluer. Il faut être résilient et je pense que l'avantage que nous, on a avec l'agence Jus d'Orange, c'est qu'on est à 90% des créatifs et on est des passionnés. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai que la passion, ce n'est pas toujours la chose la plus importante, mais c'est la passion qui permet au fait de regarder devant, de pouvoir mieux s'organiser pour en arriver. Alors, est-ce que c'est le sponsoring qui... Enfin, la question, est-ce que on est plus poussé vers le sponsoring ou pas? Non. Pour moi, très personnellement, non. Et quand on travaille ensemble à chaque fois, l'idée pour nous, c'est que derrière, que des gens puissent trouver des éléments de pertinence afin de venir dessus. Et puis, je pense qu'on est assez rigoureux sur certains détails. Et j'aimerais ne pas quitter... parce qu'on parle du Eat and Drink, j'aimerais ne pas quitter l'esprit du Eat and Drink parce que c'est en réalité ça.
l'objectif du Eat and Drink, c'est de faire changer un écosystème. Et c'est l'écosystème de la restauration qu'on a voulu améliorer. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans l'environnement des petits restaurants, de la cuisine et tout ça. Et à l'époque, ils étaient de très bons vendeurs sur Facebook et tout ça, mais ils n'avaient pas une arène qui leur permettait, une vitrine physique de permettre de se challenger. Il fallait leur créer, pour nous, en fait, c'était ça. Il fallait leur créer un environnement sur lequel on savait qu'on allait quand même tirer un tant soit peu du profit. C'est créer un environnement où ils arrivent à se challenger, ils arrivent à comprendre les enjeux de l'activité qu'ils mènent, mais en même temps, ce qu'ils gagnent, je pense humblement, c'est de grossir leur portefeuille parce que dans la com que nous faisons, on maximise la venue des gens et donc eux, ils n'ont qu'à dérouler leur bande. Et donc, je pense que c'est dans ce process-là que les restaurants sont restés fidèles, les participants sont restés fidèles et qu'on a un festival qui aujourd'hui, fort heureusement, grandit de jour en jour. Donc, on est beaucoup plus focalisé sur ce regard-là de changer l'écosystème et de pouvoir en profiter d'une façon ou d'une autre. Non, les sponsoring, ils restent importants parce qu'aujourd'hui, quand tu es une agence, tu n'as pas un budget propre qui te permet de faire un festival à hauteur de ton ambition, surtout si tu veux innover. Donc forcément, il faut aller vers des annonceurs voilà, qui peuvent accompagner, mais surtout aligner. Moi, je pense que vous le faites bien. Hein, tu ne peux pas dire que tu fais un événement qui est culinaire et n'avoir, on va dire, aucun sponsor qui n'ait des produits culinaires, par exemple. Pour moi, ce serait aberrant. C'est-à-dire que je trouvais ça bizarre d'arriver sur ton festival qui est plein de restaurateurs et que, enfin, je sais pas, même au moins, je sais pas, une boîte qui fait des fruits et légumes, quoi. Tu vois, c'est ce genre de choses. Donc, et je sais que c'est difficile parce que quand on a ce type de projet, qu'on est une agence, et que vous annoncez appel à sponsor et que il y a des moments donnés, il n'y en a pas beaucoup, on est tenté de prendre ce qui vient. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Et c'est dans ça que je sais que c'est très, très compliqué. Et que c'est assez futé de trouver cette façon de faire pour quand même faire son événement, quand même avoir une petite rentabilité et après l'autre, c'est le succès. C'est sur ça que j'allais vous féliciter, vous et un autre festival frère que je connais aussi, et qui, aujourd'hui, sait que quoi qu'il arrive, parce que je sais que c'est compliqué, il y a des moments donnés, on démarre ces festivals-là sans avoir touché un seul sou des sponsors. Donc à ce moment-là, les premiers qui rentrent, en fait, finalement, c'est les restaurateurs qui ont payé des stands, c'est les premiers tickets qui sont vendus. Donc, on sait que c'était pas facile. Donc, avoir trouvé un modèle économique un peu différent pour s'assurer au moins d'avoir le minimum pour démarrer et compter après sur l'affluence et donc le paiement des sponsoring pour pouvoir faire vivre le festival, je pense que c'est quelque chose qui est à féliciter parce que c'est pas évident. Maintenant, côté annonceur, les problématiques, elles ne sont pas différentes. Hein. Parce que, en fait, on se substitue à des agences pour pouvoir donc avoir 50 bars et restaurants. On a le même travail que vous à faire. En fait, il y a rien qui change. Donc, le stress que vous avez, on l'a, peut-être pas dans la même mesure, mais on l'a quand même. Mais je pense que le challenge pour une marque est peut-être un peu différent parce que nous, on est concentrés. C'est-à-dire qu'on a une concentration spécifique parce que tous les objectifs, c'est des choses qui sont dans notre peau au quotidien. C'est-à-dire qu'on se lève, on vit avec. Et l'idée, c'est de s'assurer que l'expérience de bout en bout est censée être meilleure que si quelqu'un d'autre la faisait. Donc, c'est quand même aussi une double pression qu'on a. Mais je pense que dans la mutation aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que ça va encore bouger. De plus en plus d'entreprises, je pense, vont aller vers ce besoin de contrôle de la manière dont le public va vivre l'expérience, la manière dont on met en avant un produit. Donc voilà, mais est-ce que ça veut dire que les agences ne vont plus travailler? Non. Je pense que les agences vont devoir se réinventer et avoir un autre type d'accompagnement. Par exemple, tu parlais, et tu en as parlé, Mélanie, tout à l'heure, rapidement, du fait que, en gros, aujourd'hui, le besoin que tu peux avoir en logistique et autres, d'accord, sur un festival, tu n'as pas forcément tout au Bénin.
Moi, j'ai des personnes que je connais, qui sont des amis de longue date, qui sont dans le milieu, mais qui aujourd'hui n'ont pas forcément le matériel dont moi j'ai besoin pour pouvoir recevoir des artistes d'un certain type pour faire un événement. Donc, malheureusement, ça peut frustrer, mais il faut se dire les vérités. Le cahier des charges est clair. Et s'il faut aller chercher ça ailleurs, malheureusement, on doit aller chercher ça ailleurs. Donc, je lui tends un peu la perche pour dire, aujourd'hui, est-ce que c'est peut-être pas aujourd'hui le rôle des agences de peut-être se concerter un peu et de se dire, mais pourquoi est-ce que finalement, on ne se mettrait pas ensemble pour garantir ce matériel ou cette logistique de qualité pour aider les annonceurs quand ils démarrent ce genre de choses. Enfin, c'est moins de boulot, du coup. Mais je pense que la question est beaucoup plus compliquée que ça. Je vais le faire sans langue de bois parce qu'on a parfois été confrontés à des annonceurs qui veulent au fait. Nous, on travaille énormément sur la qualité de ce qu'on fait, quitte à ce qu'il y a aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ouais. Mais lorsqu'on travaille, par exemple, à présenter, on a eu des cas où finalement l'annonceur n'est pas prêt. Il veut vraiment le résultat, mais il n'est pas prêt au fait à investir. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt à prendre ce risque-là. Et peut-être c'est ça, nous, notre force, c'est qu'on avance. On avance. Parfois, on a eu des annonceurs qui vous ont rattrapé après. Oui, qui se sont rendus compte au fait que voilà, ça n'a pas été un point de blocage pour nous, quoique c'était difficile, et on a trouvé une solution. L'idée de se mettre ensemble, je pense que c'est un travail qui se fait déjà. Mais il faut savoir aussi que dans l'événementiel, quels sont les éléments aujourd'hui dont on manque? C'est du matériel de sono et tout ça. Et c'est du matériel qui existe. Il y en a peut-être sur le terrain, mais ce qu'il n'y a pas, c'est vraiment coûteux. Donc, je retends la pêche aux annonceurs. Non, mais justement, t'inquiète pas, je l'attendais celle-là. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il est important pour les agences de faire des différenciations? Tu ne peux pas être une agence événementielle et en même temps t'occuper de la com 360 de ce côté. Tu vois, en fait, j'adore ça. Et moi, en tout cas, nous, on ne se sent pas, particulièrement. Cette question-là ne nous touche pas, nous, très particulièrement. Non, mais je parlais globalement des agences. Et je pense que c'est un conseil parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure, peut-être que l'auditoire aura le sentiment qu'aujourd'hui, donc, les agences n'ont aucune chance et tout. Ah non, c'est pas vrai. Mais je dirais qu'aujourd'hui, bien plus encore, les annonceurs vont recourir à des agences parce qu'ils ont besoin, par exemple, ils ont leur idée. Si tu disais, ils ont leur idée, mais ils vont t'appeler, ils vont te demander. Rends-nous ça de façon assez pratique, avec ton expérience, rends-nous ça de façon assez pratique pour qu'on puisse le réaliser. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est-à-dire qu'on a un annonceur qui va réfléchir à tout avec ses équipes et qui va venir dire, bon, OK, voilà, déroulez-nous le reste. Et il vous faut maintenant être à la hauteur pour pouvoir le faire. Rassembler le matériel, réunir la ressource humaine autour de ça et réaliser au fait le projet de l'annonceur. Après, je pense qu'aujourd'hui, à petite ou à grande échelle, en tout cas certaines agences ici arrivent à s'en sortir. Mais c'est ça, c'est un peu ça le gros challenge aujourd'hui, le challenge du matériel et tout. Nous, on se construit progressivement et dès qu'on en a les moyens, on prend du matériel et on apprend à être un peu plus autonome aussi. Autonome, mais s'entraider aussi selon les cas. Non, il y a deux volets en fait en réalité. Quand je dis ça, ce n'est pas pour attaquer, c'est juste pour dire est-ce que c'était peut-être pas mieux des fois de se concentrer sur un cœur de métier? Parce qu'aujourd'hui, une agence qui crée réellement des expériences, en fait, c'est un boulot mais de tous les jours. C'est se concentrer. Voilà, je pense qu'il y a peut-être un besoin de spécialisation, avoir des agences bien spécifiques qui sont là pour bâtir des expériences avec les annonceurs. Évidemment, je le disais, j'ai été crapahuté dans l'événementiel. Mais en fait, ce que je fais avec le Eat and Drink Festival, quand on le fait en équipe, bien sûr, c'est réellement d'affiner l'expérience des festivaliers à chaque fois. Si je puis me le permettre, quand vous observez, je ne veux pas rester que sur le thème festival, mais quand vous observez les événements qui viennent de façon cyclique et récurrente, c'est que
non, c'est une analyse personnelle, il n'y a aucune recherche scientifique qui base ça, mais j'ai regardé l'environnement. Je me suis rendu compte qu'au bout entre 7 et 10 ans, l'événement commence par perdre, Ou disparaît voilà, ou complètement. disparaît complètement. Et de mon analyse, c'est puisqu'il n'y a pas d'expérience diversifiée, il n'y a pas de... Il peut y arriver, je ne jette pas la pierre à ceux-là qui ont réfléchi, mais je dis à un moment donné, on perd le fil. Il faut innover On chaque perd fois, le quoi. fil, on Ça veut évite dire que la d'innover. prochaine édition, c'est la dernière, si c'est 7 C'est ans ça. Attention. Non, justement, ça ne sera pas. Non, ça, non, je sais. Je suis, en Ouais. fait, je voulais même Ils vont innover. arriver Ouais. dessus parce que je ne pense pas, et avec en toute humilité, qu'à chaque nouvelle édition, qu'un festivalier nous dira qu'il n'y a pas eu Il n'y a un pas eu truc d'innovation. Il y Non, a- non, ouais, ça, je c'est- taquinais. ça, Hein. c'est- Voilà, bien. donc Je taquinais. on- On le et voit- donc on sur le la voit avec 7e, Eat and Drink. en fait, nous, on avance avec cette analyse-là et en se disant, ben, écoutez, on est dans un environnement qu'on doit faire avancer. Donc, à chaque Génial. fois, il faut en fait une Nous, nouvelle on vous idée, dit une nouvelle bravo, hein, dynamique. on vous dit bravo. Et moi, en tant que expert donc, dans tout ce qui est recherche, études de marché et tout, on le voit quand on fait des études comme le BHT, tout ce qui est études de positionnement, il y a des attributs qui apparaissent et qu'on sait que ça, c'est lié à tel événement. On voit pour nos clients qui font des BHT chaque trimestre, par exemple, que voilà, telle action de ce trimestre a contribué soit à la notoriété, soit à voilà, des aspects qui ne sont pas forcément financiers, Tout à pour le fait. directeur financier et tout, mais qui sont vraiment pour le long terme, qui touchent à la marque, des attributs qui apparaissent où la marque se positionne carrément et tout, on le voit. Et moi, je pense que vraiment l'événement contribue et autant pour l'annonceur que pour l'agence, l'événement est quelque chose de très, très important. On va bondir sur un autre aspect. Moi, je vous demanderai quels conseils vous donnez à ceux-là qui sont dans le marketing, dans les services au niveau de l'annonceur, également au niveau des agences, pour vraiment avoir des événements qui parlent et des événements qui durent et des événements qui sont rentables. 3 paramètres. Ok. Alors, dans un premier temps, je vais finir sur ce que Chris était en train de développer. Moi, je ne crois pas vraiment à la fin d'un événement après 7 ans, parce que les temps ont changé. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a de quoi, on va dire, encore plus s'inspirer, donc avec le monde qui est ouvert et avec Internet, de quoi vraiment s'inspirer et se renouveler. Et je trouve d'ailleurs que vous le faites très très bien. Donc, c'était une petite boutade. Et entre deux, il manquait un acteur tout à l'heure, donc on va dire entre les annonceurs et les agences, c'est les acteurs culturels qui aujourd'hui, je pense que reculent un peu parce qu'ils n'arrivent plus vraiment à se positionner. Voilà. Mais dans tous les cas, à chaque moment où soit l'agence ou l'annonceur va sentir un petit vide, bah, nous, on va essayer quand même de prendre toujours un peu plus de place. Mais je préfère rassurer tout de suite pour dire que cet écosystème-là continuera de fonctionner quoi qu'il arrive. Il faut accepter que ça change. Donc, chacun, de son côté, va pouvoir se réadapter. Et les agences, aujourd'hui, seront peut-être encore plus créatives. Les côtés annonceurs, bah, nous, on va être encore plus pointus. Donc, la demande, donc plus d'exigences dans tous les cas. Et tout ça profitera forcément. Ah oui, généralement. Ça, je pense que c'est le directeur d'agence qui parle. Non, on sera plus exigeant. Ça ne veut pas dire que c'est moins Parce que plus vous gagnez de l'argent, plus vous faites de la vente, plus normalement le budget, vous devez Mais en fait, avoir un budget de... Voilà, Ben, c'est ce que j'essaye d'expliquer. pense. Je pense qu'aujourd'hui, si tu es plus exigeant, d'accord, et que tu arrives à sélectionner une agence, c'est que ben, cette agence-là a la compétence que tu vas payer. Voilà, donc à ce moment-là, on ne sera plus dans la problématique, je pense, de payer au lance-pierre les agences. Alors, pour répondre à ta question, je pense que ce que l'événementiel m'a appris en marketing, dans un premier temps, je pense que c'est l'humain. C'est le sujet de l'humain. Donc, je dirais que la première leçon, c'est de se dire, en fait, tout part dans un premier temps
finalement, en fait, de ta cible. C'est ça. Tout à l'heure, il disait, Chris, qu'il pensait à un concept et il fallait qu'il soit pertinent. Nous, à l'interne, chez l'annonceur, c'est cette cible-là qu'on prend. On se dit, qu'est-ce qu'elle a envie de vivre? Voilà. Donc, on part déjà de nos valeurs et on se dit, OK, qu'est-ce qu'on leur fait vivre qui nous ressemble? Donc, première des choses, partir toujours de la cible. Et à ce moment-là, on construit. On a aussi une histoire derrière, parce qu'il y a une promesse de marque. Donc, pour moi, la première chose, je pense, c'est l'humain, parce que derrière chaque client, c'est des humains qui ont besoin de vivre une histoire avec nous. Donc, c'est la première des choses. Sur la seconde, je vais te rejoindre tout à l'heure sur ce que tu disais. Alors, les financiers vont pas forcément aimer, mais l'idée d'être derrière le ROI après un premier événement ou après un premier accompagnement est fausse. C'est ça. On ne peut Ça, pas c'est très s'attendre tout de suite à un retour sur investissement quand tu recherches de la notoriété, d'accord, et que tu bâtis une marque dans le temps. Voilà, donc je pense que la deuxième des choses, c'est de se dire, OK, quand je crée un événement, je vais être patient sur mon retour sur investissement. Bon, faut convaincre le bas. Avis à tous les directeurs financiers, avis à tous les directeurs financiers, directeurs généraux, n'appelez pas le lendemain pour dire quel est le retour sur investissement. Oui, Bon, après, la vrai chance, combat. c'est que si on a pu communiquer et définir donc une stratégie, donc avec l'entreprise, en fait, les financiers sont au courant. Donc, c'est comme ça qu'on fait confiance aussi à une direction marketing et communication pour pouvoir conduire un projet à terme. Après, tu es attendu donc au terme de ton mandat pour voir si ça a fonctionné. Mais il faut quand même du temps. Et je prendrais même l'exemple... parce que je suis quand même un peu dans le FMCG. Même quand tu prends donc un revendeur, donc le dernier le retailer qui doit vendre donc à la jeune dame du quartier, quand tu prends ta bouteille d'huile, en fait tu la vends pas tout de suite. Elle peut passer 2-3 jours, même une semaine avant que quelqu'un l'achète. Donc pour moi c'est le même principe que pour une expérience. Et je dirais même plus, aujourd'hui quand je crée un festival, je crée une expérience, je vais d'abord faire appel à l'émotion. Donc voilà, tu as passé un bon moment. Mais du coup, il y a une deuxième chose, c'est ton souvenir. Donc quand je vais réactiver ton souvenir, il faut que tu reviennes à une deuxième édition, il faut que tu reviennes à une troisième édition. Donc voilà, je dirais qu'en deuxième, se dire que le retour sur investissement, on peut l'appréhender avec un peu de patience. Et je pense que ça devrait le faire. Une troisième leçon, et qui, pour moi, en tout cas, est l'une des plus pertinentes, en fait, c'est l'adaptation du message et des canaux. Alors, je rentre à Cotonou en 2017 et je suis complètement, on va dire, choqué par l'utilisation de WhatsApp au Bénin. Je veux dire, en Afrique, globalement. Si je me trompe aujourd'hui, je pense que c'était un rapport à Social de 2023. Au Bénin, en 2023, c'était 1,3 million d'utilisateurs, je pense, réseaux sociaux, d'accord, en consommation. Facebook fait 1,1 million, d'accord. Instagram, si je ne me trompe, c'est 135 000 et des poussières, et LinkedIn dans les 400 000. Donc ça veut dire que Facebook à lui seul, c'est près de 99% déjà, on va dire, de la population que tu peux toucher sur les réseaux sociaux. D'accord ? Maintenant, bizarrement, il n'y a pas WhatsApp. Il n'y a pas WhatsApp. Alors que ce réseau-là, il est d'une puissance incroyable. Je le dis pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que j'ai manqué de tester à la première édition du Chill & Groove et que j'ai testé à la deuxième et j'ai vu les résultats. C'est-à-dire que nano-influenceurs, micro-influenceurs, des groupes, il faut en parler parce qu'il y a ces canaux-là. Donc, pour moi, il faut réadapter le message et les canaux qu'on est en train d'utiliser. Bien vrai, on va faire la com 360, passer par les médias traditionnels, TV, radio, affichage et tout ça. Mais il ne faut pas négliger, on est dans un contexte africain où l'utilisation de certains réseaux sociaux n'est pas du tout le même. Et je pense que même le concepteur ne pensait pas qu'on l'utiliserait comme ça, je pense, en Afrique. Donc voilà, ce serait la troisième des choses. Je pense à une quatrième, mais je pense que je vais essayer de les mélanger un peu. C'est le côté anticipation et organisation. Pourquoi ? Parce qu'un événement ne se passe jamais comme prévu. C'est un événement, on parle d'événement. Ça ne se passe comme la pluie. mais jamais Elle te comme prévient prévu. pas. Donc, quand je dis anticipation, je pense que c'est même de la résilience. Ouais. Parce que le moment donné où ça va bouger,
tu sais que ça peut bouger. Donc à ce moment-là, bah, voilà, il faut être résilient et complètement même flexible pour trouver des solutions. Tu aurais aimé peut-être avoir quelque chose comme ça, mais bah, tu peux pas, bah, tu vas le remplacer. Bon, c'est peut-être pas là, mais au moins c'est là. Donc voilà, plus l'ambition dans tous les cas elle est haute, et bah voilà, plus même si c'est bas, les gens vont trouver que c'est plutôt top. Et je pense qu'en fin de compte, créer un événement, voilà, c'est l'émotion, c'est le souvenir. La créativité, c'est bien parce que ça attire, tu vois. Et aujourd'hui, si tu arrives en plus à donner de l'émotion, à créer des souvenirs, ben en fait, l'entreprise, la marque a exactement ce qu'elle souhaite. C'est des clients, voilà, et c'est des clients fidèles. C'est ça. Voilà, c'est ce que j'avais à partager. Ouais. En tout cas, je pense que si je parlais beaucoup, ce serait juste pour te répéter. Je pense qu'il y a plein d'éléments assez corrects que tu as dit. Je veux quand même finir sur ton dernier point qui est l'émotion. Et en fait, peut-être que dans les terminologies, je suis resté un peu trop technique. Mais en réalité, la finalité de tout ce qu'on fait, c'est qu'est-ce que le festivalier garde. Donc, l'émotion. Pour nous, c'est tellement important que justement, c'est ça qui permet de pouvoir s'aligner même parfois avec des annonceurs. Si l'émotion qu'ils attendent derrière peut se retrouver dans ce que vous proposez, ça passe. Mais je veux revenir sur la question les conseils. Voilà, quels sont les conseils? Alors, on n'a pas de... Je vais plutôt dire les expériences que personnellement j'ai vécues et qu'on a vécues aussi sur d'autres événements me permettent de dire aujourd'hui, à la volée comme ça, que le ciblage reste très important, que ce soit pour l'annonceur que pour l'agence. Et moi, je parle pour l'agence en disant, tu sais, Odilon, que j'aime bien cette phrase-là, mais je veux dire qu'il ne faut pas commander une pizza qu'on ne connaît pas. Une pizza entière, alors que vous avez la possibilité de prendre une petite tranche et de savoir est-ce que vous allez l'aimer ou pas. Le marché, il est assez grand. Ce que moi, je trouve qu'il faut faire, c'est de se concentrer sur sa cible, en rapport avec ton concept. Beaucoup ont tendance à se dire « je veux que tout le monde vienne ». Donc, je suis en train de tomber sur la question de l'événementiel de masse. Parce qu'en réalité, les événements de masse sont ceux-là qui, au final, sont beaucoup plus coûteux et, au final, vont épuiser même une agence qui a peut-être une bonne idée, mais qui ne la teste pas convenablement. Et qui va perdre en positionnement. Et voilà, qui va perdre en positionnement. Je dirais quelques petites choses. Hein, c'est la gestion de l'information aussi. Donc, on peut quitter la question de communication 360, je dirais, en tout cas pour ma part, que chez nous, on n'est pas forcément sur la communication sur tous les canaux. Très rarement, on a pris des panneaux en ville pour communiquer sur le Eat and Drink Festival. Et ça rejoint quand même son analyse de la question des réseaux sociaux et de la façon dont il faut l'utiliser. Nous, on a une sauce propre à nous qu'on implémente et qui marche très bien. Il y a, toujours par rapport à cette gestion de l'information, c'est que parfois vous lancez un événement, mais le discours, le langage, le message que vous envoyez, au final, ne correspond pas à la cible que vous voulez faire venir. Et donc, au final, il y a un problème qui se pose. Et l'expérience a été faite et moi, j'ai compris au final que quand on n'est pas concentré au fait sur sa cible, qu'on ne se concentre pas sur le message, parfois même, je le dirais avec un tout petit peu de réserve, mais il y a des annonceurs qui vont venir parce que l'idée leur correspond à eux. Oui. Et quand ils viennent, ils vont en fait vous mettre un ensemble d'éléments pour vous faire changer au fait de concept. Et ça vous fait changer de ligne. Et en fait, quand vous changez la ligne, au final, vous perdez sur les deux coups. C'est-à-dire qu'à la fin, l'annonceur n'est plus forcément satisfait du résultat. Et puis vous-même aussi, vous perdez la possibilité de faire... Et le public est confus. Le public est confus. Et ce que moi, je tiens à le dire, c'est ce qui est très remarquable sur
Les événements aujourd'hui qu'on connaît et qui sont quand même bien positionnés ont tous une cible très précise. Le Chill and Groove, on ne va pas faire une étude ici, mais on sait très bien que le Chill and Groove a une cible très claire. Le Eat and Drink Festival a une cible qui est très, très claire. On n'a pas besoin en fait, de taper un gong avant qu'ils viennent parce qu'ils savent qu'ils y viennent pour ça. Donc, le conseil, ce serait vraiment ça, de rester concentré, d'avoir une idée, de regarder les indicateurs. Et je tiens à rappeler que ça s'affine. J'ai entendu Armel dire tout à l'heure, la première, on a corrigé ceci sur la première édition. Alors, tout le monde se serait dit, écoute, c'est un annonceur, forcément, s'il va sur un projet, c'est qu'il a les moyens d'aller sur le projet et tout. Mais il y a forcément des choses à corriger. Il faut être très attentif à ces éléments-là. Donc, nous, chaque jour, on réfléchit. Le jour où on fait une désactivation du site, dès le lendemain, on est déjà en train de penser au fait à la prochaine édition. Dès le lendemain. On n'a pas le temps de répit par rapport à ça. Donc, on ne dort pas lorsqu'on a une agence qui veut rester réellement dans l'événementiel. Et puis, je finis, je dirais, rester concentré. On ne peut pas faire... on peut pas dire qu'on est une agence événementielle, en même temps, on est une agence de communication 360, en même temps... Sincèrement, quand on est comme ça, on est éparpillé. On n'a plus un langage cohérent sur. Et ton cœur de métier, il s'évapore avec le temps. Il s'évapore avec le temps, c'est ça. Ouais. Il y a une chose que j'ai oubliée d'ailleurs, et c'est toi qui m'y as fait penser. En fait, même quand un annonceur crée un événement, en fait, cet annonceur-là fait appel aussi à des partenaires. C'est ça. On l'oublie, on n'en a pas parlé. Oui, parce que c'est pas parce qu'on est annonceur que on a forcément tout le budget à la hauteur de l'ambition de l'événement qu'on veut créer. Donc, l'un des points que je n'ai pas mentionné, c'est pouvoir faire une alliance réelle avec des partenaires. Moi, je l'ai expérimenté cette année et je trouve que c'est juste génial. C'est, dans un premier temps, on n'est pas allé chercher des partenaires pour la partie financière. On est allé chercher des partenaires alignés avec nos valeurs, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, des partenaires qui sont capables de porter le projet avec nous. Ce n'est pas je donne l'argent. Dans tous les cas, ça n'a même pas été que financier. Il y a des partenaires qui ont cru au projet et qui ont trouvé que la première édition était une belle innovation. Vous voyez, donc du coup, quand tout ça est aligné, en réalité, il disait, Chris, la dernière fois, qu'il n'a pas senti beaucoup de stress à 2 jours du début de l'événement. Il y en avait, mais moins que l'année dernière, parce que tout a été ficelé et toutes les parties prenantes étaient déjà bien engagées et bien avancées dans le projet. Et ça fait vraiment beaucoup la différence d'avoir des bons partenaires. Alors, je pense qu'on a parlé d'énormément de choses aujourd'hui et je pense que nos leaders marketing ont beaucoup plus d'informations par rapport aux facteurs clés de succès, aux éléments à prendre en compte en tant qu'annonceur ou agence. Avant de finir, j'ai envie de poser une dernière question. Actuellement, nous sommes dans l'ère du monde de splendeur avec la nouvelle campagne pour le Bénin. Et j'ai bien envie de savoir quel est peut-être votre avis ou peut-être quelles sont peut-être vos perspectives par rapport à cette campagne d'un point de vue organisation d'événements en réalité. Comment on peut supporter ou accompagner cette campagne et créer des événements qui sont beaucoup plus made in Benin? Je pense que c'est... J'ai le cœur qui bout parce que je pense qu'il y a un travail qui se construit depuis des années par rapport... Le Bénin a un produit aujourd'hui. Le Bénin a un produit qui se positionne très bien. Je veux bien faire cette métaphore-là de rentrer dans un supermarché de renom et de voir systématiquement le produit juste devant, sous l'effet des projecteurs. Très belle campagne. Nous, même à l'intérieur du pays, on a le sentiment de découvrir notre propre pays. Et ça, c'est quelque chose... Avec ça, on relève ce sentiment de fierté chez le citoyen et ensuite, on lui donne envie de mieux en parler. Oui. Moi, j'ai fait une expérience sur le Nigeria et sur le Congo et j'avais remarqué à une certaine époque que les Béninois ne disaient pas directement d'où ils venaient. C'était un constat. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que c'est très revendiqué d'être béninois et c'est le travail de tout le monde. Hein. On a beaucoup de jeunes influenceurs qui ont travaillé à ce que le pays puisse se faire connaître. Et d'un point de vue événement, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on travaille à revendre notre culture. Armel l'a dit tout à l'heure.
il parlait d'un acteur qu'on semblait oublier, d'un acteur qu'on semblait oublier en parlant, et c'était les acteurs culturels. Et j'ai remarqué quand même que depuis au moins 3 années, la dynamique du gouvernement en place c'est vraiment concentré sur cet aspect culturel afin qu'on ressorte toutes les valeurs du pays. Et je pense que aujourd'hui, c'est réfléchi à des concepts aussi événementiels où on arrive à mettre en valeur des artistes qui n'étaient pas connus. Je peux dire qu'en 2 ans, j'ai vu plus d'expositions, par exemple, d'art qu'avant. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est Valorisé. c'est valorisé. Il y a beaucoup de choses qu'on a pu voir et j'ai envie de vous dire, j'ai eu la chance de participer de façon directe ou indirecte à des événements de renom organisés par des structures étatiques ici. Et j'ai remarqué que la vision, elle est très claire. C'est de relever de niveau, d'arriver à un certain niveau d'exigence. On a nos confrères du trône de Béhanzin qui sont du côté de Paris. J'écoutais Amir qui disait que c'était une très belle expérience de se retrouver dans une salle qui correspond aux normes et tout ça. Et je dis, le travail est tellement en train d'être bien fait ici qu'aujourd'hui, on a cette facilité-là aussi de se produire en dehors du pays. Non, le Bénin s'exporte. Le Bénin s'exporte et c'est beaucoup plus facile. Je vois nos concitoyens beaucoup plus à l'aise aussi sur des sujets à l'extérieur qui ont rapport à la destination Bénin et qui ont rapport à l'art et à la culture. Et pour moi, aujourd'hui, à chaque fois que nous réfléchissons, il y a quelques années, nous, par exemple, on a initié le festival Quartier Rétro, par exemple, qui travaillait à ressortir ces éléments de notre culture, mais qui appartiennent quand même à un passé, d'accord, un passé beaucoup plus récent. Je pense que s'il y a des concepts qui se rapprochent, qui sont un peu dans ce sens et qui prolifèrent, on va avoir notre pays, le Bénin, qui risque de coiffer la tête de l'Afrique francophone d'ici là. Amen. La preuve, moi j'ai une anecdote. La dernière fois, il y a un Ivoirien qui me dit, Odilon, comment on fait pour avoir la nationalité béninoise? Et donc je lui réponds, mon frère, tu es déjà béninois, parce que désormais, être béninois, c'est un monde. C'est ça. C'est vraiment une façon de penser. C'est une façon de se voir et une façon de s'exporter, une nouvelle façon de s'exporter vers les autres cultures. Non, mais je rejoins exactement ce que tu as dit et ce que Odilon aussi a dit. Aujourd'hui, c'est la mutation dont on parlait donc en entreprise et autant pour les agences, c'est celle qu'on retrouve en mouvement avec l'innovation d'une nation qui fait son branding. Je ne sais pas si on s'en rend assez compte, mais en l'espace de 3-4 ans, tout ce qui n'a pas été fait depuis a pu être fait et à une vitesse fulgurante. Donc pour dire à quel point aujourd'hui les avancées quand on est compétent et qu'on a une vision, ça va très 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 vite. Alors pour répondre à la question, comment est-ce que nous aujourd'hui en tant qu'organisateurs d'événements, on peut contribuer à ça? Je pense qu'on le fait déjà, puisque Eat and Drink promeut la destination Bénin. Le Chill and Groove promeut la destination Bénin. Et moi je finirais par dire que l'ambition de tout événement de marque qui se respecte n'est pas de rester local. Voilà. Donc, parce que je ne pense pas qu'il y ait une entreprise, un produit qui ne veuille pas de croissance. Et si tu veux grandir, le Bénin est un petit pays, il faut sortir un peu de ses frontières. Voilà. Merci beaucoup à vous, chers invités, Femi, Armel, Odilon. Ça a été un plaisir d'avoir cet échange très fructueux, très enrichissant. Et je suis convaincue que les leaders marketing ont appris énormément. On a parlé de résilience, on a parlé d'innovation, on a parlé de changement, d'adaptabilité, de flexibilité et je suis sûre que vous en avez appris beaucoup plus. J'ai envie de finir ce podcast avec une citation de Jean Pliat. C'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle et je pense que cela résume cet épisode. Merci. Merci. Quelle belle fin!